La tendance, c'est que si vous avez la peau plus foncée, vous avez des chances d'être un peu plus bas sur l'échelle de ces ressources. Alors que si vous avez la peau plus claire, vous serez probablement quelque part au sommet. Et si on intègre ici la théorie polyvagale, je fais ici l'hypothèse que la race est un sujet qui traumatise, et quand on commence à s'en approcher, le système nerveux réagit, et ça donne une accélération du rythme cardiaque, quelque chose se produit, et on s'éloigne du sujet. L'Amérique a une façon différente de gérer les choses, comme l'Angleterre aussi, et je crois que beaucoup de pays en Europe ont une façon légèrement différente de gérer ce malaise. Je pense que trouver un moyen d'être avec ce malaise est vraiment le premier défi à relever. Je suis ici à Potsdam au Congrès polyvagal 2024. C'est notre dernier jour aujourd'hui et je suis vraiment heureuse d'avoir l'occasion d'accueillir Eugene Ellis. Merci. Merci Eugene d'être là avec moi, avec nous et de venir nous parler un peu de ce que vous faites, de votre travail et de ce que vous apportez au monde grâce à votre travail et à votre livre, ou vos livres plutôt. Oui, oui. Alors, comme je l'ai dit dans mon exposé, je pense que mon objectif principal est vraiment d'apporter ce que nous abordons dans ce congrès, toutes ces idées sur le système nerveux, la théorie polyvagale, tout ce genre de choses qui sont des choses excellentes, d'apporter cela dans le monde, dans les communautés avec lesquelles je travaille et qui sont principalement d'origine caribéenne, africaine et asiatique. Mais aussi faire en sorte que les praticiens venant de ces contextes-là découvrent ce que nous faisons ici et puissent ensuite apporter cela au monde, car le travail de guérison à faire dans le monde est énorme. Et ce qui est clair dans mon expérience, en tout cas, c'est que le type de travail dont parle Stephen Porges et d'autres s'applique vraiment très bien au traumatisme racial en particulier, qui est un de mes domaines d'intérêt. Donc, je souhaite réunir ces deux mondes, si je le peux. C'est en quelque sorte mon objectif. Et à quel moment avez-vous découvert la théorie polyvagale, pour commencer, et ensuite nous parlerons du traumatisme racial? Eh bien, je travaille dans le domaine de l'adoption, et quand j'ai commencé, au début des années 2000, vous savez, on parlait beaucoup de la théorie de l'attachement. J'étais psychothérapeute par l'art et nous utilisions cette approche-là. Et ensuite, il y a cette vague d'idées trauma informées qui a commencé à arriver et quand je faisais le travail ou quand nous faisions le travail, mes collègues et moi, avec les enfants et les familles qui venaient nous voir, lorsque ces notions sur le traumatisme sont arrivées, nous nous sommes dit, nous devons utiliser ces idées, n'est-ce pas? Parce que, dans un sens, c'était à cela que nous étions confrontés, des traumatismes. Et en fait, cela a apporté beaucoup plus de clarté à notre travail. Ce que nous faisions, pourquoi nous le faisions et ce qu'il fallait faire est devenu vraiment clair. Nous avons réalisé que c'était ça, notre tâche, ramener les gens à l'engagement social. C'est finalement à cela que ça se résume. Quand une personne est traumatisée, c'est un véritable défi. Les personnes qui travaillent dans le domaine de l'adoption ont beaucoup de mal à ne serait-ce que rester avec cette idée. Même l'idée est difficile à retenir parce que notre système nerveux est pris dans le traumatisme et on peut se retrouver dans une espèce de reconstitution inconsciente de ce que l'enfant apporte peut-être. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai commencé et ça a été comme une bouffée d'air frais. Vraiment. Même si l'ancienne façon de concevoir le système nerveux avec le parasympathique et le sympathique, c'était pas mal, mais pas suffisant. Ça ne nous disait pas quoi faire. Ça ne me permettait pas de savoir ce qu'on pouvait faire pour aider les gens. Et la théorie polyvagale a changé la donne en nous faisant comprendre que, tiens, je pourrais utiliser mon corps comme ceci, ou je pourrais utiliser ma voix comme cela, ou, n'est-ce pas, il y a tout à coup eu une gamme énorme d'options possibles. Alors, ça ne voulait pas dire qu'il y ait une garantie de réussite à 100%, mais au moins je savais où j'allais. Et si ça ne marchait pas, je n'avais pas l'impression que c'était la fin du monde. N'est-ce pas? Je me disais simplement qu'il fallait peut-être essayer une autre porte ou une autre façon d'aborder la chose. Et ensuite, il a été important de voir que ça marche vraiment.
Il suffit de prendre un peu de recul par rapport à un système nerveux et les choses changent. Oui, et comme vous le disiez pendant votre présentation, vous ne travaillez pas seulement sur le traumatisme de l'enfant adopté ou des enfants qui sont adoptés, mais aussi sur les traumatismes des parents. Oui, c'est vrai, ils peuvent avoir leurs propres antécédents traumatiques. Même si, bon, je pense que nous avons tous des antécédents, n'est-ce pas? Il est très difficile de traverser la vie sans qu'il nous arrive quelque chose. Et même le processus d'adoption lui-même est assez traumatisant, le fait de faire ce choix, finalement, de l'adoption. Et donc, finalement, sans que ce soit de sa faute, l'enfant arrive avec ce avec quoi il arrive et cela a un impact sur les parents et peut déclencher des réactions chez eux. Il a donc beaucoup de soutien là aussi. Et le fait qu'ils puissent assez facilement comprendre ce qui se passe grâce à une théorie finalement assez simple leur permet alors de voir différemment ce qu'ils observent chez les enfants adoptés qu'ils ont. Et à nouveau, il n'y a aucune garantie que ça fonctionne, mais il y a des chances que les choses deviennent plus positives et qu'ils puissent être en mesure de répondre différemment à la situation à laquelle ils sont confrontés. Et en fait, ce changement dans leur façon de répondre, de réagir, pourrait être le remède dont leur enfant a besoin en réalité. Et ensuite, vous vous êtes orienté vers... Votre livre invite à parler de la race. Il est intitulé en anglais « The Race Conversation », la conversation au sujet de la race, ce qui est assez difficile pour les Français parce que, par exemple, j'ai eu de la peine à traduire ce titre, étant donné que en France, nous entendons parfois dire « la race, ça n'existe pas ». On ne peut pas parler de race, il n'existe que la race humaine. Or, je sais que dans le monde anglo-saxon, il est courant de parler de race, alors qu'en France, les Français se disent non. Et en même temps, je pense qu'il est important de se dire que oui, il s'agit bien là, comme vous l'avez dit, d'une construction sociale qui a été employée pour utiliser des personnes, pour se servir de personnes de couleur. Et j'aime bien cette approche où on se dit, d'accord, nous pouvons parler de race. La race peut être un sujet de conversation. C'est un vrai thème. Les questions de race génèrent tellement de traumatismes. Alors, comment voyez-vous la chose, vous? Eh bien, au Royaume-Uni et en Amérique en particulier, il y a une façon particulière de parler de race et vous savez, il y a des tas de mots autour de ce thème et les gens s'efforcent vraiment d'essayer de comprendre la race, même si à un certain niveau, c'est difficile à comprendre parce qu'on peut se demander est-ce que c'est réel? Et j'ai été très choquée quand j'ai commencé à faire des recherches sur la façon dont les autres pays européens abordaient le sujet. Et c'était complètement différent, exactement comme vous le dites. Ce n'est pas seulement en France, mais dans le reste de l'Europe aussi, cette vision que nous sommes tous des humains. Et voilà. Et d'ailleurs, je trouve que c'est vrai. Oui, c'est vrai, mais il y a quand même la question, quelle est l'origine du racisme? Justement, ce qui est tout aussi vrai, c'est qu'il existe cette construction sociale qui parle de races différentes. Et si je le présente ainsi, on peut comprendre ce que je veux dire. Donc, je ne pense pas que ce soit un concept complètement étranger, mais... Donc oui, j'étais un peu perplexe. Je me demandais comment se fait-il que vous n'ayez pas ce genre de conversation, même si bien sûr il y a ce genre de conversation en France aussi, mais elles ne sont pas omniprésentes dans le discours public, pour ainsi dire. Et je pense que clairement en Amérique et au Royaume-Uni, il y a, je ne sais pas pourquoi, mais il y a beaucoup de recherches et comment ça s'appelle déjà? Vous savez, quand on fait un recensement toutes les quelques années et qu'on cherche à savoir combien de personnes de couleur il y a, combien de ceci, combien de cela, donc on fait ces recensements et ensuite on refait une mesure 5 ans plus tard et on voit ce qui a changé, etc.
Mais ça n'arrive pas nécessairement en Europe continentale. Non, c'est interdit en France, par exemple. On ne peut pas poser ces questions. Oui, oui, oui. Et il devient très difficile de résoudre un problème, entre guillemets, que les Noirs ou les Asiatiques constatent peut-être dans leur vie si on n'a pas ce genre-là de conversation. Donc, oui, ça c'était intéressant. C'était il y a peut-être 4 ou 5 ans quand j'ai réalisé que, en fait, ce n'était pas quelque chose d'universel. Alors en Amérique, bien sûr, ils savent tous de quoi il s'agit et ils diront que les Anglais font une sorte de version faible de ce que eux font. Ils disent que leur façon de faire à eux est plus robuste. Il y a donc une sorte de concurrence. Et oui, mais malgré ça, je pense que, vous savez, c'est difficile de nier que la race a joué un rôle très important dans le monde. Et ce serait fantastique si nous pouvions simplement dire que la race n'a plus d'importance. Mais il n'est pas nécessaire de chercher bien loin pour se rendre compte que ce n'est pas le cas. Et l'idée fondamentale par rapport à la race et au racisme, en tout cas à mes yeux, et je suis sûre qu'il dirait la même chose en Amérique, c'est la question finalement de qui a les ressources. Et pas seulement les ressources financières, oui, les ressources financières sont importantes, mais aussi qui a la ressource du narratif, vous savez, qui parle et qui a le pouvoir de parler, qui est protégé, qui n'est pas protégé. Il y a donc beaucoup de types différents de ressources. Et ce qui a tendance à arriver, la tendance, c'est que si vous avez la peau plus foncée, vous avez des chances d'être un peu plus bas sur l'échelle de ces ressources. Alors que si vous avez la peau plus claire, vous serez probablement quelque part au sommet. Ce n'est pas une règle absolue et définitive, mais si on additionne tout, c'est comme ça que ça se passe. Bien sûr, les gens se déplacent le long de cette échelle et il y a beaucoup de personnes à la peau blanche quelque part au bas de l'échelle et il y a aussi des personnes de couleur qui sont au sommet quelque part dans cette structure hiérarchique. Mais je pense que si on ne peut pas en parler, c'est difficile. Et un des sujets qu'aborde mon livre, c'est justement la difficulté d'en parler. Avant même que nous ayons dit quoi que ce soit, avant même que quiconque ait dit quoi que ce soit, c'est quelque chose d'intrinsèquement difficile. Et si on intègre ici la théorie polyvagale, je fais ici l'hypothèse que la race est un sujet qui traumatise, et quand on commence à s'en approcher, le système nerveux réagit, et ça donne une accélération du rythme cardiaque, quelque chose se produit et on s'éloigne du sujet. Donc, si on n'est pas capable de rester là et simplement d'être avec ce sujet d'une manière ou d'une autre, alors rien ne changera vraiment. Donc je pense que c'est un véritable défi, même au Royaume-Uni et même en Amérique, même s'ils ont tous les mots, tout, toutes les théories, des théories en veux-tu en voilà, ça reste difficile. Peu importe où on va dans le monde. Et je pense qu'en Europe, ce thème a une saveur différente. Bon, l'Angleterre est en Europe, n'est-ce pas? Mais c'est un peu... Enfin, c'est plutôt compliqué. Et oui, l'Amérique a une façon différente de gérer les choses, comme l'Angleterre aussi. Et je crois que beaucoup de pays en Europe ont une façon légèrement différente de gérer ce malaise. Et oui, donc je pense que trouver un moyen d'être avec ce malaise est vraiment le premier défi à relever. Et bien sûr, je parle ici de race, et dans un sens, je parle de la race parce que c'est un sujet que je connais et que je peux approfondir, mais vous savez, nous pouvons juste tourner un peu le bouton et arriver sur le sujet de la classe sociale, par exemple, n'est-ce pas? Et il se passe exactement les mêmes choses. Ou si on tourne encore le bouton, on arrive sur les questions de genre, et on pourrait continuer encore et encore. Ce n'est donc pas que la race soit unique en son genre, même si ça l'est dans un sens, car il est très très difficile d'en parler. Parfois, c'est même palpable à quel point c'est plus difficile encore d'en parler que de parler de classe ou d'autres choses. Les gens ne seront pas forcément d'accord avec moi là-dessus, mais je pense que la façon dont le système nerveux réagit est la même. Donc, moi, je parle de la conversation sur la race, mais ça pourrait être la conversation sur la classe ou sur n'importe quoi. Toutes ces choses dont les gens n'ont pas envie de parler fondamentalement, ou ce dont les nations n'ont pas envie de parler.
Oui, et en vous entendant dire cela, d'ailleurs, je vous remercie vraiment de l'avoir dit parce que je pense que c'est universel. Et ce que vous apportez, c'est la guérison par la conversation, car se donner la possibilité d'avoir n'importe quelle conversation difficile est un cadeau, mais cela représente un effort. Et là, vous nous parlez de... Vous savez, ce matin, Deb a dit que quand on se sent en sécurité, on peut avoir n'importe quelle conversation. Et quand on est dans le vagal ventral, c'est ce que nous dit la théorie polyvagale, la sécurité, c'est cet état ventral. Quand le système nerveux est de nouveau dans le ventral, c'est là que nous pouvons nous engager socialement grâce à notre système d'engagement et interagir. Donc, cela fait partie du chemin de guérison pour tout le monde, non seulement pour l'individu, mais aussi sur le plan collectif. La guérison passe par notre capacité à trouver la sécurité, quelle que soit la conversation. Nous avons traduit aussi un livre de Resmaa Menakem que j'ai interviewé. Il parle également de racisme et des traumatismes raciaux, et son travail est plus, même s'il parle du collectif, il nous ramène à l'individu. Il nous faut guérir à l'intérieur du corps ce dont nous sommes porteurs par rapport à ce thème. Et j'ai le sentiment que vos deux approches vont dans le même sens, c'est-à-dire la guérison individuelle et collective, mais qu'elles sont un peu différentes. Et c'est justement cela que j'ai beaucoup apprécié dans votre approche, et c'est pour cela que je serais vraiment, enfin, que j'espère que nous allons pouvoir traduire votre livre, parce qu'il est vraiment, pour moi, complémentaire. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit en anglais. Oui, c'est comme ça qu'on dit. Alors, par rapport à Resmaa Menakem, je ne connaissais pas son travail quand j'ai écrit mon livre. Je n'avais pas cette référence-là. Et je me demande si ça aurait été différent si j'avais connu son travail avant, mais je suis content que ce n'ait pas été le cas. Et ce n'est qu'après avoir écrit mon livre que quelqu'un m'a dit « Il y a un gars qui s'appelle Resmaa Menakem qui fait le même genre de choses que toi. » Je me suis dit « Ah bon ?» J'ai fait quelques recherches et oui, c'était vrai. Bon, son travail est très ancré dans la culture américaine. Oui, c'est ça qui est intéressant. C'est un peu différent. Comme vous l'avez dit, l'Angleterre n'est pas l'Europe, mais ce n'est pas non plus les États-Unis. C'est entre les deux. Et ça aussi, c'est intéressant. Oui, mon approche est très anglaise et comporte aussi des caractéristiques européennes. Je pense qu'il y a bien là une saveur légèrement différente et il aborde aussi certaines choses qui sont différentes. Mais pour l'essentiel, c'est la même chose. Ça parle du corps et de comment on peut s'approcher de la blessure que le traumatisme racial a en quelque sorte créé dans le monde, tout en restant dans le ventral, n'est-ce pas? Et c'est énorme. Vous savez, j'ai été très inspirée par ce que nous a dit Deb aujourd'hui. Ce qu'elle disait était tellement... J'ai tout noté parce que ça sonnait presque comme un manifeste. Vous savez, une sorte de manifeste de parti. Je ne sais pas de quel parti, du parti vagal ventral, n'est-ce pas? C'était des idées vraiment inspirantes, que je connais bien sûr, mais la façon particulière dont elle l'a exprimée m'a comme fait sentir que c'était tellement juste et que ça allait vraiment aider le monde. Et il y a une autre idée qui m'est venue au sujet de ce qui se passera quand ces idées arriveront dans le monde, car cette conception est, on pourrait dire, émergente, n'est-ce pas? Et je crois que Deb parlait de... ou peut-être que c'était Gabor. Bref, quoi qu'il en soit, quelqu'un a parlé de la façon dont la peur est promue dans le monde. Et je fais des recherches à ce sujet depuis un certain temps. Je suis remontée jusqu'à la théorie psychanalytique, puis j'ai étudié la période Peace and Love et ensuite l'arrivée de la thérapie plutôt humaniste et tout le reste. Et j'ai pu voir comment tout ça a finalement été comme récupéré pour créer plus de peur. N'est-ce pas? Par exemple, la psychanalyse ou les travaux de Freud ont été utilisés pour dire « Ah oui, c'est ça qui pousse les gens à faire ceci ou faire cela. C'est comme si quelqu'un appuyait sur un bouton et hop, on fait surgir plus de peur encore. » Et après, ça a été la même chose avec la tradition humaniste. Et je me demande parfois comment la théorie polyvagale va être utilisée pour créer plus de peur plutôt que de la réduire. Mais je pense que ce qui est très puissant, c'est
de ne pas individualiser ce sujet, c'est-à-dire ne pas jouer à une sorte de Jeux olympiques de l'oppression en disant, par exemple, mon oppression est plus grande, plus forte que la vôtre et vous devriez faire plus attention à la mienne. Je ne pense pas que nous devrions jouer à ce jeu-là, même si parfois les gens ont l'impression que moi, je joue à ce jeu en parlant de race. C'est comme s'ils me disaient, quoi, vous dites que ça c'est plus important que mon traumatisme à moi? Et je ne sais pas comment contourner ce problème. J'ai pas ressenti ça. Non, mais c'est souvent la réaction qui peut arriver, mais pas dans ce congrès. Ce congrès a été très différent de ce point de vue-là. Resma Menakem peut être très dur avec les corps blancs et c'est un peu wow. Et il a toutes les raisons de l'être d'ailleurs, mais je n'ai pas ressenti ça lors de votre conférence ici. Je vous ai aussi entendu présenter à Oxford et je n'ai pas eu ce sentiment. J'ai plutôt eu l'impression que vous nous invitiez à nous réunir pour parler ensemble de ce sujet-là, toutes et tous, sans qu'il y ait de compétition autour de moi je souffre plus, toi tu souffres moins, ou ce genre de choses. Oui, en quelque sorte, oui. C'est comme si parfois je me sens comme poussée à faire ça. Et après, je me dis, pourquoi je fais ça? Pourquoi ferais-je cela? Déjà, ce n'est pas dans mon caractère de faire ça, pour commencer, donc je pense que ce n'est pas quelque chose que je ferais naturellement. Et je pense que la façon dont les gens abordent ce travail sera influencée par leur caractère. Et évidemment, si vous vivez en Amérique, ça va influencer ce que vous faites et comment vous le dites. Je pense qu'il y a une différence entre les Américains et les Britanniques. Vous savez, au Royaume-Uni, on me dit « vous en faites trop, vous y allez trop fort », alors que les Américains me disent « vous êtes trop doux, vous devez être plus dur, allez-y franco, faites-leur sentir ce qu'il en est », n'est-ce pas? Mais je pense qu'il y a de la place pour les deux, parce qu'on a besoin de l'attitude frontale qu'a Resma. Je pense que certaines personnes vont justement réagir à ça, vraiment, et ils en ont besoin, n'est-ce pas? Alors que pour beaucoup d'autres, cette façon de faire sera trop pour eux et une approche différente sera plus utile pour ces personnes-là. Et ensuite, elles pourront peut-être accéder à certaines choses plus difficiles par la suite. Je pense que, je sais pas, je veux pas dire que l'un soit meilleur que l'autre parce que c'est pas vraiment le cas. Je pense que simplement, j'apporte juste ma personnalité à ce travail et il est important d'être honnête et simplement d'apporter ce qu'on est à ce qu'on fait. Et les gens diront non, 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 vous ne devriez pas le faire comme ceci, mais plutôt comme cela, c'est comme ça qu'il faut faire. Eh bien moi, je le fais à ma façon. Et vous, vous le faites à votre façon et il y a de la place pour tout le monde. C'est ce que Stephen Porges nous disait ce matin, se sentir suffisamment en sécurité pour être qui nous sommes et ne pas chercher à être quelqu'un d'autre. Oui, et vous savez, moi je suis très britannique, donc je vais forcément apporter cette sensibilité britannique à ce jeu. Cela dit, il y a beaucoup de gens en Grande-Bretagne qui ont plutôt une façon très américaine de faire passer leur message. Mais oui, par ailleurs, je m'inspire également d'une perspective plutôt bouddhiste. Et pour moi, pour rester dans le ventral, en ce qui me concerne, la pratique bouddhiste est en quelque sorte essentielle. Si je n'avais pas ça, je ne sais pas trop ce que je ferais, je serais très éparpillée. Donc, je m'appuie sur cette base qui me donne un fort sentiment de sécurité, c'est-à-dire l'amour universel, tous ces thèmes fondamentaux. Et je sais aussi que c'est vraiment difficile de faire tout cela. C'est très, très difficile. Et si on se trompe, on peut se dire « Bon ben d'accord, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. » Oui, voilà. Quel est votre espoir ou quel est le message que vous voulez faire passer avec votre livre, dans votre travail et en incluant la vision polyvagale à la conversation? Quel est ce message pour l'avenir? Je pense que principalement, il y a une sorte de guérison à apporter aux communautés dont je fais partie, une sorte de guérison profonde. On se demande souvent si le système doit changer pour que la guérison puisse se produire ou si quelqu'un peut guérir alors que le système reste identique. Eh bien, je penche pour la deuxième option. Et
je suis obligée de le penser parce qu'il est très, très difficile de changer un système. Oui, c'est une question de chiffres en réalité. Et donc, je choisis la deuxième option. Et en fait, j'ai vu des gens guérir, des gens passer par un processus parfois très éprouvant, parfois très difficile, passer par un processus où ils le font ensemble, en communauté. J'ai d'ailleurs parlé de l'importance de faire cela ainsi, et leur perception du monde a changé, leur perception d'eux-mêmes a changé, et j'ai vu ces personnes s'épanouir et grandir. Et pour que cela se répercute comme en cascade, il faudrait que des personnes qui ne se considèrent pas comme racisées fassent ce travail aussi. Rasma dirait aussi que ces personnes aussi ont un travail à faire et cela alimenterait le processus global. J'ai vécu quelques expériences avec des thérapeutes blancs qui s'identifient comme blancs et aussi avec des gens ordinaires, je veux dire des gens qui ne sont pas thérapeutes, qui ont vraiment eu un impact sur moi en ce qui concerne mon identité raciale et le travail sur les traumatismes raciaux. J'ai donc vécu personnellement l'expérience consistant à être rencontré par ce qu'on pourrait appeler un autre blanc, entre guillemets, quelle que soit la façon dont on veut nommer cela. Et je porte cela en moi également. J'ai donc confiance dans le fait que cela peut être fait par des personnes blanches. Je l'ai vu se produire. Vous savez, j'ai vu des transformations, j'ai vu des changements. Donc c'est pas juste une idée, c'est pas juste une notion, c'est vraiment plus que ça. Et vous savez, c'est très riche quand ça arrive. On on a le sentiment que le monde pourrait véritablement changer, n'est-ce pas, dans ces moments-là. Bien sûr, ça disparaît ensuite parce qu'il se passe des choses, mais c'est ça qui nous fait avancer, c'est ça qui me fait avancer. Et je suis sûre que Rasma dirait la même chose, qu'il voit justement ça, les gens changer. Bien sûr, par rapport aux chiffres, Debdana a dit que si la majorité du monde ou une certaine proportion de personnes dans le monde ou dans le groupe était en vagal ventrale, alors le monde changerait, il changerait littéralement. Mais il y a beaucoup d'obstacles, bien sûr. Mais cela ne devrait pas nous empêcher de travailler et d'essayer. Eh bien, commençons en partant d'où nous sommes et essayons d'introduire la théorie polyvagale dans toutes nos communautés et dans tous nos systèmes éducatifs. C'est vraiment l'espoir que j'ai aussi. Et c'est pour cela que je vous suis reconnaissante que nous ayons pu avoir cette conversation ensemble. Merci pour votre travail et pour vos paroles. Avec plaisir. Merci.